De quelle santé avons-nous les moyens en France? Absolument, ça veut dire de quel... Oui. Ça veut dire, il appartient, ça c'est un devoir de l'État, hein, c'est un devoir régalien de l'État. Qu'est-ce qu'on peut s'offrir, en quelque sorte? Qu'est-ce qu'on peut offrir à tout, qu'est-ce qu'il faut offrir à tous les Français? Qu'est-ce qu'on peut offrir à tous les Français, hein? Alors ensuite, les suppléments, à chacun se débrouiller s'ils le peuvent. Mais qu'est-ce qu'on doit offrir? Autrement dit, il y aurait un fonds comme ça, un fonds commun à tout le monde, et puis il y aurait les suppléments. Mais attendez, une chose très importante qu'il faut que je dise, c'est que ce fonds commun, il y a des gens qui ne pourront pas se l'offrir, et c'est là où la solidarité nationale doit jouer. Et c'est là où il va y avoir un financement par une CSG, par exemple, ou TVA sociale, si vous voulez. Et où est-ce qu'on met le curseur sur ce qu'on doit offrir à tout le monde? Ça, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État. Et ce débat, il n'a pas eu lieu en France? Le débat n'a pas vraiment lieu en France, non. Monsieur Bébert, quand un assureur comme vous n'êtes pas qu'un assureur, mais vous êtes aussi un assureur, se met à parler de santé, l'oreille de tous les Français se met à frétiller, parce qu'on connaît le discours des assureurs qui est de prôner la réduction de la part de l'État, je le répète, au profit d'acteurs privés, que ce soit les mutuelles et les compagnies d'assurance, avec à la clé, bien sûr, la menace, le risque, ou en tout cas la crainte d'une santé à double vitesse. Comme vous le disiez tout à l'heure, ceux qui peuvent payer s'offriront ce que vous appelez les suppléments. Alors, est-ce que vous pouvez être plus précis sur votre vision de la sécurité en France? Je remarque, le problème est de définir les règles. Définir les règles, c'est le rôle de l'État. Par exemple, ce que tous les Français doivent avoir, c'est à l'État à définir les règles, c'est à l'État à surveiller ensuite l'application de ces règles. Ensuite, le faire, eh bien, je crois que s'il y a des concurrences entre des mutuelles, s'il y a éventuellement des compagnies d'assurance, ou bien alors comment ça s'appelle, des éléments de Institut de prévoyance. Non, oui, mais aujourd'hui, si vous voulez, les caisses primaires, vous avez des directeurs des caisses primaires de sécurité sociale qui sont d'accord avec ce discours, tout à fait d'accord. Ils disent, on est prêt à assumer la responsabilité, alors qu'aujourd'hui, on n'a pas la responsabilité, et on souffre de cette situation-là. Donc, vous avez des gens qui font. Et puis ces gens qui font, s'ils font mal, ils perdront de l'argent, tant pis pour eux, mais s'ils font bien, ils gagneront de l'argent. Mais il faut absolument que... Alors, la question que vous avez posée est très importante. À deux vitesses, effectivement, ceux qui auront les moyens, ceux qui ne l'auront pas. Aujourd'hui, vous avez une santé à deux vitesses déjà, ou à trois vitesses. Voyons, aujourd'hui, on ne vous rembourse pas tous les médicaments que vous avez envie qu'on vous rembourse. On rembourse en partie les choses. Donc c'est bien quand même deux vitesses. Et puis, vous m'avez pas laissé terminer dans mon système. Je dis, on demande à chacun de payer sa cotisation, mais s'il n'est pas capable de payer en tout ou partie, eh bien, là, la solidarité doit jouer, on doit payer pour lui. C'est exactement... Qu'est-ce qui se passe avec la CMU aujourd'hui? Attendez, la CMU, quand je vois que la CMU conçoit gratuitement les retraités anglais, là, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est une solidarité un petit peu étendue, excessive. Mais ce système que je décris, c'est celui qui fonctionne c'est un petit pays, vous allez me dire, c'est ce qui fonctionne en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, les gens payent leurs cotisations et puis le gouvernement donne des bons pour payer ces cotisations à ceux qui ont besoin de ces bons. C'est l'organisation de la solidarité. Et cette solidarité, elle est alimentée par quoi? Par l'impôt. Alors ça, M. Hubert, tout ça sont des réformes que vous proposez dans un pays qui marche peut-être moins bien qu'on aimerait qu'il marche, et en tout cas sur fond de croissance qui n'est pas ce qu'elle était il y a de ça assez peu de temps. Donc comment est-ce qu'on fait pour revenir à une croissance un peu meilleure? Ça a été l'objet de la réflexion de la commission Attali. On n'a pas parlé de croissance depuis le début. Qu'est-ce que vous prôniez, qui a été fait, qui n'est pas fait, qui devrait être fait? D'accord. Alors, la commission Attali fait 316 propositions. Oui, c'est vaste. Bon, donc c'est très vaste. Non, je pense que effectivement. Mais sur la capacité de réforme, vous avez vu à quel point certaines de ces propositions ont tout de suite provoqué des réactions, un tollé, des professions protégées, par exemple. Pas facile de réformer. Le problème, c'est de discuter avec ces professions et éventuellement de prendre des décisions. Si vous évoquez le problème des taxis, il y a peut-être des évolutions dans le métier des taxis. Quand vous regardez la réalité de ce qui se passe en France, comparé à d'autres pays, etc. Donc c'est là où il faut vraiment réformer, il faut du courage. Alors, vous avez des mesures qui sont des mesures à moyen et long terme. Par exemple, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est pas par un coup de baguette magique qu'on va apprendre à lire et à écrire aux gosses qui sortent de l'école, de tous les gosses qui sortent de l'école. Il faut améliorer cela, et ça, c'est une amélioration à moyen et long terme. La réforme en profondeur de la formation professionnelle des adultes, que j'évoquais tout à l'heure, de manière à ce qu'on forme les gens qui en ont besoin et qu'on puisse être formé tout au long de sa vie quand on en a besoin, etc., c'est aussi un travail qui portera ses fruits à moyen et à long terme. Donc ça, c'est absolument indispensable. Mais à court terme, je crois qu'il faut absolument donner aux PME, aux petites entreprises,
la certitude que si à un moment donné ils ont un surcroît de travail, ils peuvent embaucher, et si ce travail disparaît, ils ne seront pas obligés de garder leur personnel. Faire un ce peu que... plus de flexibilité, Voilà, même c'est ce si que j'allais le dire. terme est Flexibilité, toujours sensible. N'oublions pas, c'est qu'il faut que les Français sachent que la flexibilité n'a pas été inventée par d'abominables partis de droite. Ce sont les pays nordiques, les pays à tradition socialiste. Vous venez de décrire d'ailleurs le Danemark, système danois. C'est-à-dire plus de flexibilité pour l'entreprise, mais de sécurité pour l'employé. En particulier dans la formation professionnelle. Tout à fait. Et un droit à la formation professionnelle, un droit à la formation toute la vie, ça c'est une proposition que nous faisons à l'Institut Montaigne. C'est de dire, par exemple, vous avez des gens, on vous donne à votre naissance à tous un capital de formation. Ce capital de formation, ou bien vous le consommez tout de suite. Vous faites une grande école, vous le consommez. Après, on ne vous doit plus rien. Ou bien vous ne le consommez pas parce que ça ne vous intéresse pas à l'école, etc. Il faut que vous puissiez le consommer plus tard. Donc, on va vous aider éventuellement tout au long de votre vie. Et tout ça, ce sont des conditions pour la croissance que vous énoncez là. Absolument. Dans une conjoncture internationale qui est quand même pas folichonne. Hein. Oui, mais vous avez discuté avec les entreprises. À l'heure actuelle, discuter avec les entreprises. Vous voyez que les carnets de commandes sont pleins. Deuxièmement, vous voyez des PME, ou des sociétés unipersonnelles. Essayez d'avoir un plombier, le fameux plombier symbolique. Essayez d'avoir des artisans. Polonais. Vous avez regardé tous ces artisans qui disent à l'heure actuelle, qui vous disent je ne trouve pas de remplaçant. Bon, je serai obligé de fermer boutique, personne ne me remplacera. Et pourtant, ce métier est un métier nécessaire. Regardez les 300 000, les 500 ou 600 000 emplois qui aujourd'hui ne sont pas pourvus. Et qui sont pas tout des est réuni petits pour que ça redémarre, à vous entendre. Je pense qu'à l'heure actuelle, il faut juste mettre un peu de... c'est un problème psychologique très très important, un problème psychologique, oui. Et un problème psychologique et aussi un problème de formation. Mais la formation, elle peut être faite dans des organismes de formation générale ou elle peut être faite dans des entreprises. Il y a quand même des entreprises. Deux petites questions courtes parce qu'il nous reste 3 minutes. Très court terme, l'euro, est-ce que ce n'est pas un handicap pour l'industrie française en termes de compétitivité? Est-ce qu'il n'est pas trop fort? L'euro, oui, alors là, il faut comparer au dollar, mais il faut le comparer aussi au yen, il faut le comparer aux autres monnaies, et puis surtout, il faut le comparer aussi aux monnaies comme le renminbi, enfin les monnaies asiatiques. Et surtout, est-ce que la BCE joue son rôle en voulant lutter contre l'inflation avant tout? Elle joue le rôle qui lui a été défini, mais à l'heure actuelle, effectivement, on voit que, c'est là le rôle des États quand même, à faire entendre leur voix, on voit que la France était un petit peu seule à dire l'euro est trop cher. Je remarque que depuis quelques jours, on a le même écho du côté des Allemands. La Banque centrale devrait diminuer les taux d'intérêt, vous y êtes favorable? Je ne sais pas exactement, je n'ai pas de choses à donner, j'ai ma petite idée, mais enfin je ne veux pas donner de conseils à monsieur... Votre petite idée, ce serait une baisse des taux? Pourquoi pas? Mais enfin, si on donne des conseils, si je me permettais de donner un conseil à Jean-Claude Trichet, ça serait de lui dire à lui. Donc je lui dire à lui direct. Mais il est 58, il nous reste très peu de temps. Petite question, alors j'aurais bien voulu qu'on parle des patrons, et notamment ces patrons un peu hypocrites, dénoncés par Nicolas Sarkozy, qui ne se rendent pas compte quand ils ont des employés avec des papiers qui ne sont pas tout à fait légaux. Oui, il ne faut pas charrier. Il ne faut pas charrier. Oui. Ils savent très bien. Oh, la plupart. Enfin, il y a toujours des exceptions, mais la plupart. Vous trouvez effectivement que ces patrons-là sont hypocrites et qu'ils savent bien ce qu'ils font? Je trouve que ces patrons-là, il faudrait d'abord d'employer, de s'assurer des gens qu'ils emploient et employer des gens qui ont des papiers en règle et qui cherchent du travail. Et quand on veut employer, on sait qui on emploie. Et on sait qui on emploie. Et peut-être qu'il faut se poser la question de savoir si ces gens qui sont sans papier, s'ils sont bien payés comme les gens qui ont les papiers. D'accord. Est-ce qu'il faut les régulariser en masse, comme on dit? Je ne crois pas. Je crois que ce que j'ai entendu, si vous voulez, du discours du président de la République, je suis à 100% d'accord avec le président de la République. Mais vous pensez que ça peut jouer aussi dans cette crise de confiance entre l'opinion et ses patrons, de voir que certains de ceux-là, effectivement, se comportent de cette façon-là? Oui. Chaque fois qu'un patron se comporte mal, ça rétroagit sur l'ensemble des patrons. C'est clair. Alors, un mot sur la Chine, pour finir, parce que vous avez été, on l'a peut-être un peu oublié, mais vous avez été quand même l'homme qui a emmené les troupes françaises, si je puis dire, pour la défaite, oui. Pour la défaite. À la candidature de Paris, la première, en 2001, ça s'est passé à Moscou, et c'est là que Pékin a été choisi. Vous avez eu des propos assez durs pour M. Samaranch en disant que de toute façon, les droits de l'homme, ce n'était pas son problème et qu'il voulait absolument que ce soit la Chine. Vous maintenez ça? Non seulement je maintiens, mais c'est lui qui l'a dit. Ce qu'il nous a dit, nous avons dit, attendez, il y a le problème, la charte olympique. La charte olympique parle des droits de l'homme. Est-ce que les droits de l'homme vont avoir dans le choix du pays, vont avoir une importance? Il avait répondu non. Vous n'avez pas à considérer cela. Nous ne considérerons pas cela. Les droits de l'homme, c'est autre chose. Est-ce que le président Sarkozy devrait boycotter la cérémonie d'ouverture? Alors, il fera ce qu'il entend faire. Il ne faut pas oublier que le président Sarkozy sera en même temps président de